Eh bien, bonjour Pascal Lamour. Bonjour. Eh bien, nous avons invité aujourd'hui Pascal Lamour parce qu'il a un parcours un petit peu particulier, docteur en pharmacie, musicien, mais on l'a pas interrogé pour ça. On va l'interroger parce qu'il vient d'écrire un livre, parce qu'il est aussi écrivain. Il a écrit un livre qui s'appelle Les carnets secrets du druide, la sagesse des hommes, le pouvoir des esprits, qui a paru aux éditions Ouest France. Alors, Pascal Lamour, je suis désolé, je vais vous poser une question un petit peu bateau. Je connais le druide à travers les albums d'Astérix. Alors, est-ce que c'est vous qui montez dans les arbres et qui allez ramasser du gui avec votre serpe d'or? Donc la question, en fait, si je comprends bien là-dessous, c'est qu'est-ce que c'est un druide, c'est ça? Qu'est-ce qu'un druide? Voilà. Est-ce que c'est le Voilà, petit oui. personnage d'Astérix ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Alors en fait, le Astérix et Obélix, c'est pas mal dans le genre. Bon, ça donne une vision un peu humoristique du druide, bien sûr, et puis ça donne une version un peu caricaturale, mais néanmoins, ce qui est utilisé comme terminologie est juste, et l'histoire est juste aussi. Même si c'est un peu orienté, on va dire, c'est une vision qui a existé. Alors, le druide, c'est quoi? Bon, on va parler rapidement de son histoire pour pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est un druide aujourd'hui. Dans l'Antiquité, un druide, c'est celui qui a la fonction sacerdotale dans le cadre de la société celtique. La société celtique dans l'Antiquité, c'est une société qui rassemble les gens qui parlent une langue celtique. Ça, c'est dans le cadre de l'Antiquité. Donc, la responsabilité de la fonction sacerdotale, ça veut dire à la fois le côté évidemment spirituel, mais aussi la mémoire du peuple, c'est le cas des bardes, et le côté vatique, c'est-à-dire les vates, ce sont ceux qui ont donc la fonction de médecine et la fonction d'utilisation des plantes pour aller très vite. Aujourd'hui, c'est la même chose. Le druide d'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est responsable de l'aspect spirituel de la société. C'est forcément lié à la société celtique enfin, au niveau historique, mais nous sommes issus forcément de la société celtique, qui est vaste aujourd'hui parce que c'est quasiment le monde entier. Dans l'Antiquité, c'était l'Europe entière, mais là, c'est le monde entier, évidemment, parce que les civilisations celtiques ont migré, surtout depuis une centaine d'années, bien sûr. Et donc, notre rôle est le même, à savoir cette fonction spirituelle dont on vient de parler, c'est-à-dire qu'on organise donc un certain nombre de cérémonies. On est responsable d'une forme d'éducation et de transmission. Et mon nom druidique, c'est Liam Anengun, ça veut dire lien de tradition. Donc, c'est aussi l'enseignement de la tradition. En ce qui me concerne, en tant que docteur en pharmacie, c'est aussi l'utilisation des plantes et la transmission pour les hommes et pour les esprits. Et enfin, le côté de la mémoire du peuple, c'est mon côté musical et c'est aussi la mémoire de l'histoire, parce que le barde, c'est pas quelqu'un qui chante des chansons, c'est quelqu'un qui a la mémoire de l'histoire. Voilà pour aller très vite ce que c'est qu'un druide. Alors, si je peux me permettre, vous êtes docteur en pharmacie, donc une médecine plutôt classique. Qu'est-ce qui vous a fait vous détourner, ou entre guillemets, vous tourner vers le druidisme? Parce que vous dites dans votre livre, le druidisme est unique, la façon de l'exercer est multiple. Oui. Je vous ai dit tout à l'heure que le druide était relié à la civilisation celtique, donc pour moi c'est exactement ça. Je me suis détourné du rien du tout. En fait, j'ai juste poursuivi ce que j'étais au départ. Donc, pour aller très vite, moi je suis né dans une famille rurale, dans un monde où on vivait dans une ferme isolée, donc où on parlait breton, donc langue celtique. On était très tourné vers la médecine traditionnelle, donc l'utilisation des plantes, et on partageait beaucoup de choses d'une manière communautaire par la musique. Donc j'ai continué ça par trois orientations. La première, c'est le développement de l'aspect soins par les plantes, c'est le côté pharmacien. Le développement de la musique, c'est le conservatoire, puis musicien professionnel. Et enfin, le côté communautaire et spirituel, c'est le développement vers le druidisme. C'est un rapport logique finalement avec le monde qui m'entourait, et puis chercher à le comprendre, à le développer, à l'améliorer, à recevoir aussi peut-être un enseignement plus classique effectivement, et aujourd'hui de pouvoir faire la synthèse entre tout ça. Alors, pour nos auditeurs qui souhaiteraient devenir druides, qu'est-ce que je peux leur dire ou qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Qu'est-ce Alors qu'il faut faire? c'est une question qu'on me pose évidemment très souvent. Je dirais, en ce qui me concerne, et c'est ce qui est un peu expliqué
expliqué dans le livre Les Carnets Secrets, c'est être au bon endroit au bon moment. Alors c'est une réponse un peu étrange, mais je pense que pour devenir druide, il suffit de pouvoir rejoindre un collège de druides, donc pouvoir rencontrer un druide qui vous met en lien avec la formation qu'il faut. Et il y en a plusieurs, en Bretagne et ailleurs. Enfin, nous, on est en Bretagne, mais il y a des collèges dans toute l'Europe et le monde entier, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc aussi dans d'autres régions de France et d'Europe, comme vous voyez. Et donc de suivre la formation au contact des druides. Il y en a plusieurs, je répète, et elles sont ouvertes. Oui, mais alors comment reconnaît-on un druide? Ben, je redis, il faut être au bon endroit au bon moment, Ah il faut oui, chercher un peu. c'est un peu facile. Alors, aujourd'hui, on a de la chance parce qu'on a le site internet, on a le lien avec internet, on a des livres comme celui que je propose dans lequel il y a des témoignages de druides, dont le mien. Et voilà, il suffit de prendre contact avec l'un d'entre nous, tout simplement. D'accord. Et alors donc c'est pas plus compliqué que ça. Il y a donc toute une évolution, il y a toute une éducation qui se fait et une initiation. Alors le druidisme, c'est un ésotérisme. Je ne l'ai pas dit en préambule parce que je voulais surtout que les gens qui vous écoutent, nos auditeurs et les gens qui nous suivent aient une vision d'abord historique et puis simple. Mais en réalité, si on va au bout de la pensée spirituelle, le druidisme est un ésotérisme. Ça veut dire que c'est une démarche initiatique. Donc c'est quoi un ésotérisme? C'est passer du stade de profane à initié par le biais de l'initiation. L'initiation, c'est là qu'est le secret finalement. C'est une étape de la vie spirituelle pour passer et être reconnu dans l'assemblée des druides ou d'autres suivant les ésotérismes dans lesquels on est et pouvoir ensuite suivre l'enseignement et la démarche initiatique. Donc à partir du moment où on dit que une démarche initiatique, c'est un travail évidemment plutôt long et plutôt d'une vie entière parce qu'une fois qu'on est druide, on est druide quoi. Donc après il suffit de suivre le chemin. Et comment pratique-t-on d'une manière... Alors, l'année, nous sommes dans une pensée polaire. Ça veut dire que nos ancêtres, pour notre mythologie, viennent du nord du monde, au-delà de l'arc arctique, c'est-à-dire là où il y avait une grande nuit et un grand jour. C'est resté dans la mémoire et dans la mythologie, et c'est encore aujourd'hui le cas où on divise l'année en deux parties, une saison sombre et une saison claire. La saison sombre commence au 1er novembre, la saison claire au 1er mai. Ces deux saisons sont divisées elles-mêmes en deux parties. Donc, ça fait 4 fêtes dans l'année. Première, 1er novembre, Samin. Deuxième, 1er février, Imbolc. Troisième, 1er mai, Beltane. Quatrième, 1er août, Lugnazad. Donc, nous fêtons ces 4 cérémonies, plus les solstices et les équinoxes. Alors, quand vous cherchez un peu, vous voyez que le 1er novembre, évidemment, ça correspond à la Toussaint. Le 1er février, c'est la Sainte Brigitte, etc. Donc, ce sont évidemment des fêtes qui sont des fêtes celtiques qui se retrouvent dans d'autres qu'on retrouve ailleurs parce qu'elles ont été plus ou moins assimilées. Donc, nous fêtons ces événements. Voilà, c'est ça les grandes fêtes que nous avons. Et comme le noir donne toujours le clair, c'est-à-dire que pour nous, c'est du sombre que vient la lumière, donc notre 1er janvier à nous, notre début d'année à nous, c'est donc le 1er novembre, la Saint-Main, qui est devenue souvent Halloween, voire la Toussaint, qui correspond au 1er jour de l'année celtique. D'accord. Et alors, donc vous êtes très soulage alors, hein, vous aimez bien le noir. Non, pas du tout. On aime bien le noir et le blanc. C'est-à-dire que, vous savez, très souvent, on représente ça par des carrés noirs et blancs, des carrelages que vous voyez dans les châteaux, etc. L'un n'existe pas sans l'autre et inversement. Le noir n'est pas sinistre et le blanc n'est pas porte-chance, on va dire. C'est la gauche qui est sinistre, en fait. C'est Nestre, mais le noir, non. C'est juste une inversion, c'est-à-dire que le jour commence par la nuit. D'accord. Et alors donc pour nos auditeurs, donc si on veut devenir druide, eh bien on fait une recherche un petit peu sur internet et puis oui. on suit la voie du druidisme. On se met en lien, en lien avec un collège druidique qui est près de chez vous et on suit la formation. Voilà, c'est comme n'importe quelle spiritualité ou ésotérisme qui ouvre ses portes en fonction des capacités de chacun, parce qu'évidemment on est limité en nombre de personnes, non pas parce qu'on va choisir quiconque ou quoi que ce soit ou dans un secret qui n'existe pas. C'est juste une question de possibilité d'accéder
à la place nécessaire pour pouvoir recevoir les gens dans le cadre d'une cérémonie, quoi. Voilà. Et il est pas absolument indispensable de parler breton ou d'être d'origine Alors, bretonne. c'est une question très importante parce que je rappelle très vite que nous avons deux groupes de langue celtique, le brittonique et le groupe gaélique. Le groupe brittonique, donc, c'est le gallois, le breton, le cornique. Le groupe gaélique, c'est l'irlandais, l'écossais, le manxois, voilà. Et puis, il y a des cousins, comme le gaulois, par exemple. Et si on revient à l'origine des langues celtiques, c'est l'Europe entière avant l'occupation romaine. Donc, les terres celtiques, c'est quasiment l'ensemble de l'Europe. Ensuite, quelle est la langue qu'il faut parler par rapport à ça? Évidemment, il y a eu des évolutions historiques. Comme vous savez, les peuples celtiques se sont retrouvés aux extrémités de l'Europe. En attendant, moi, je demande absolument pas chez nous à ce qu'on parle une langue celtique. Je demande juste à ce qu'on la comprenne en ce qui concerne le breton. Et il y a aussi des collèges qui utilisent une langue celtique un peu, qu'ils appellent reconstituée en rapport avec le celtique ancien et le gaulois, ça existe. Ce qui est important, c'est de connaître la symbolique. Et pour connaître la symbolique, il faut connaître le sens des mots. Donc un minimum de compréhension, mais pas spécialement parler une langue celtique, non. Mais comprendre les symboles. Et alors, quand on vous écoute, donc c'est très européen, et on a tendance à se rapprocher du chamanisme, qui lui est plutôt oriental. Est-ce que vous faites un parallèle entre les deux modes de pensée, les deux ésotérismes? Alors, pour moi, le chamanisme n'est pas oriental, hein, pardonnez-moi de redire ça un petit peu, c'est plutôt c'est peuple du Nord. Nord de l'Europe et Amérique du Nord, et puis évolution ensuite vers l'Amérique du Sud, et puis vers le Grand Nord en ce qui concerne l'Europe. Plus que c'est européen aussi, le chamanisme, au moins en partie, hein, pas complètement, mais au moins en partie. Ce sont effectivement nos cousins. En revanche, ce sont des mondes parallèles, parce qu'on a évidemment des pratiques qui sont similaires, mais le druidisme est vraiment relié au monde celtique, alors que le chamanisme est lié à un monde géographique différent, avec une pensée différente, que moi je connais assez peu parce que c'est pas mon domaine, mais quand je parle avec eux, je me rends bien compte que le chaman a une vocation beaucoup plus, on va dire, médecine, voyance, je sais pas comment expliquer, c'est ce que je ressens quand je parle avec eux, et tu sais si j'en croise. Peut-être que le druide serait un parent, mais on n'a pas le même regard sur la civilisation elle-même, et pas tout à fait la même place. C'est-à-dire que le druide n'est pas forcément obligé d'être relié à la médecine ou à la nature elle-même, parce que le respect de la nature n'est pas dans sa fonction, mais dans la conséquence de sa pensée. À savoir que comme les esprits sont partout, ils sont dans les plantes, dans les humains, dans les hommes, dans les animaux, les minéraux, etc. À ma connaissance, pour moins bien connaître le chamanisme et pour cause, c'est pas mon domaine, il y a quelques différences de forme. Évidemment, en ce qui concerne le fond, nous recherchons forcément tous la même sagesse. Et quelle est la symbolique profonde de vos cérémonies? Quel est le but? En fait, Alors, le but d'une cérémonie, pour moi, c'est très simple, c'est de rendre les gens plus heureux à la sortie qu'au départ. C'est une plaisanterie, mais pas que. En fait, il faut imaginer que la pensée que nous avons, elle est née avec le monde indo-européen. Donc, vous imaginez, moins 2000, moins 3000 même avant Jésus-Christ. Et la pensée celtique elle-même, le monde celtique, c'est Alstatt et l'Athènes, la civilisation de l'âge de fer, donc c'est à peu près départ moins 1000. Donc voilà. Donc on a quand même une pensée extrêmement ancienne. Et dans le cadre de cette tradition, les humains se posaient toujours la question de savoir si la nature allait reproduire la même chose et se reproduire l'année qui suivait pour pouvoir les hommes en alimentation et en bétail. Donc, quand on fait une cérémonie, c'est parce que, encore aujourd'hui, on a bien conscience que la nature et le monde dans lequel on est a une forme de fragilité et on fête régulièrement son retour. Voilà. Et comme on s'était dans les civilisations agricoles, finalement. Nous, on a toujours ce respect-là, cette interrogation, cette pensée de se dire que les choses sont pas immuables et c'est pas un cycle obligatoire et que quand le cycle se renouvelle, ce qui est le cas pour l'instant, on est très content qu'il soit là. Donc, c'est à la fois des cérémonies pour
remercier la nature d'être là, remercier le monde, l'autre monde qui s'appelle Herbédaral en breton, donc l'autre monde, et les ancêtres correspondants, et puis aussi modifier le terrain des humains en faisant appel aux esprits pour pouvoir l'améliorer. Eh bien, je crois on n'a pas tout dit parce qu'on ne peut pas tout dire en quelques minutes sur le druidisme. Je crois que pour tous nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus, eh bien, nous devons leur conseiller la lecture de votre livre qui s'appelle Les carnets secrets du druide, la sagesse des hommes, le pouvoir des esprits. Pascal Lamour, docteur Pascal Lamour, donc, qui a paru aux éditions Ouest France. Eh bien, merci beaucoup, Pascal Lamour. Merci. Je rappelle au passage qu'il y a aussi des photos, ce qui permet pour le grand public de se situer à l'intérieur des cérémonies, comme si vous y étiez, pour pouvoir comprendre d'une manière visuelle. Voilà. Et on a parlé de druide, mais on n'a pas parlé de druidesse, parce qu'il y a possibilité aussi pour les femmes d'être druidesses. Hein, n'oublions pas. On peut pas tout dire, c'est vrai. Et alors dans le livre, pour aller très vite, j'ai justement fait le portrait de quelques druides que je connais, de façon à ce que les gens n'aient pas que ma vision. Dans le cadre de ces druides, il y a une druidesse qui a un collège qui s'exprime aussi, et de plus en plus, les femmes s'intéressent, viennent, participent à nos cérémonies, et j'espère qu'à terme on ira vers l'égalité, sachant qu'évidemment, il y a encore pas si longtemps, c'était surtout un monde d'hommes, mais ça a beaucoup changé. Les femmes avaient leur place, mais aujourd'hui, il y a un équilibre qui me semble nouveau, nouveau depuis une dizaine d'années en tout cas, et c'est pour moi très important qu'il y ait cet équilibre-là, parce qu'il existait dans les temps beaucoup plus anciens, où la femme avait sa place dans les cérémonies à part entière. C'est peut-être 18e, 19e siècle où on a vu une espèce de mainmise comme ça de la masculinité sur les cérémonies, et aujourd'hui ça s'est rééquilibré. Eh ben voilà. Eh ben écoutez, merci beaucoup, c'est une belle conclusion, docteur Lamour. À bientôt. Merci. Et ben on peut conseiller donc. Et vous avez peut-être un site aussi que vous pouvez conseiller à nos auditeurs. Oui. Alors j'essaye sur mon site donc www.pascallamour.bzh pascallamour.bzh parce que pour moi il y a un élément duquel on n'a pas parlé mais qui est très important, c'est le lien avec la musique celtique évidemment en ce qui nous concerne, mais surtout l'aspect rituel. On n'a pas parlé de l'aspect rituel parce que le druide est responsable des rituels évidemment. Quand je parlais comment de faire une cérémonie, à l'intérieur il y a des rituels, et dans ma musique je l'exprime également. Donc si les gens veulent, les auditeurs, ils peuvent aussi écouter la musique correspondante. Eh bien, merci beaucoup, docteur Lamour, et à bientôt. De rien. Au revoir. De rien, à vous. Au revoir. Au revoir.